Imaginez Marcel Proust, malade, répondant depuis son lit aux milliers de commentaires arrivant sur son ordinateur. Ordinateur que Françoise, en gardienne jalouse de sa santé délicate, lui apporte et lui retire comme un plateau repas dont, dit-elle, il ne doit pas abuser en dehors des heures. Avec quelle noblesse il s'affaire à réfuter les quelques Sainte-Beuve / Joël à littérature, critiquant la longueur de ses phrases, cependant que sa mémoire involontaire, excitée par les empilements d'émojis en forme de petites madeleines, il gratifie ses lecteurs de tant de choses exquises à lire que la section commentaires de sa page X se transforme de facto en une annexe du temps retrouvé. Je le vois comme si je te voyais, lecteur, et en attendant de lire tes commentaires, cela me fait du bien. Le silence est une langue morte. Il aurait été sage, avec le recul, que je me taise pour l'annoncer. Mort, mort, mort le silence. C'eût été tout à fait digne de lui que je dise sans aucun mot ma foi en sa future résurrection, tel et comme il avait été. Hélas, accablé sans doute depuis trop d'années par tout ce qui rendait sa disparition de plus en plus inévitable, il a fallu que je fasse état de ce deuil, somme toute, très personnel, d'une si violente façon que je suis devenu en quelques mois le vieillard le plus recherché de toute l'histoire. Du temps d'Hérode, il est vrai, on ne craignait pas d'envoyer une armée, égorger tous les enfants nés dans l'année, avec l'espoir que dans le nombre se trouverait l'importun, qu'un petit roi avait à cœur d'éliminer. Pour me mettre la main dessus, toutefois, on est passé à une vision de la persécution infiniment plus globalisée. Il me semble d'ailleurs à peu près certain que si l'on n'a pas encore arrêté en masse tous les plus de 70 ans, pardon, compagnons de vieillesse du monde entier, suspecté d'être moi pour être simplement en âge d'avoir connu le regretté, ce n'est que par crainte, en haut et gérontocratique lieu, de tomber soi-même sous le coup d'une telle décision. Pour le reste, depuis que le silence n'est plus, enfin, plus à proprement parler, tout ou presque a été tenté pour me réduire au silence. Croisade quasi-planétaire contre un vieil homme isolé. C'est de bonne guerre. Pourquoi prétendrais-je le contraire? Croisade ou guerre, c'est moi qui l'ai déclenché. C'est par moi que, telle une formidable hache, le silence a été déterré, alors qu'il ne demandait, humble trésor, qu'à reposer. Il y a 80 ans, on pouvait encore naître, à mon image, avec des lèvres scellées en son nom, sage comme une image. L'hommage que je rendais ainsi à cet incomparable milieu nourricier, dans lequel je venais tout de même de passer de longs mois sans autre ennui sonore que les lointains babillages de ma mère, ne dura, il est vrai, que jusqu'à ce qu'une rafale de pleurs ne me torde irrémédiablement les lèvres et me jette dans l'infantile chaos acoustique où le monde est plongé jusqu'aux oreilles aujourd'hui. Quand j'étais jeune, on le surprenait encore, au détour d'une rue, dialoguant avec un coin d'espace et de temps. On écoutait, un peu surpris déjà. Plus tard, on le serait aussi, mais de ne plus bien comprendre qu'on avait désespérément besoin de ce qui se disait là, dans le plus parfait des langages. Puis on répondait, ou on se taisait, ce qui revenait encore presque au même. On reconnaissait toujours plus ou moins le silence pour ce qu'il était. Je veux dire un discours à part entière, fondé sur une présence, et non pour la simple, quoique très impure absence de bruit qu'il est devenu. Tel que je l'ai connu, de toutes les manières, triste et sombre nouvelle que le monde ignore encore, le silence n'existe plus. Le pont le plus sûr entre nos perceptions sensorielles et tout ce qui vit au-delà a été détruit. N'entendez pourtant pas ce que je n'ai pas dit. Le petit silence, l'espèce de silence au rabais que les salariés du bruit peuvent se payer 2 ou 3 fois l'an comme des vacances, n'est pas mort. Il se porte même très bien, au contraire, l'usurpateur. Merci pour lui, il prospère.
D'un côté, le silence ne serait pas le silence s'il ne se laissait pas usurper son nom sans rien dire. De l'autre, je ne serais pas obligé de parler de petit silence, si ce qu'on nous vend comme étant le pur jus ne cachait pas une énorme escroquerie sur la marchandise. Le silence, de fait, n'existe plus. Comme il peut arriver aux langues, il est mort de n'être plus parlé ni entendu que par quelques vieux de mon espèce. Que la chose soit claire d'emblée, là encore, évitons les malentendus. Jouis incomparablement mieux que n'importe quel individu faisant état d'oreilles 4 à 8 fois plus jeunes que les miennes. On pourrait entendre voler une mouche est une expression que je n'ai jamais dû employer, et pour cause, j'ai toujours en toutes circonstances entendu très nettement voler les mouches, ainsi d'ailleurs que d'autres insectes beaucoup moins bruyants. De fait, entendre qui pourra mon manque de modestie, j'ai l'organe beaucoup plus fin que n'importe qui, tous âges confondus. Surdoué de l'ouïe, c'est dit. Qu'on n'aille dès lors surtout pas m'accuser de radotage lorsque je compare le silence à une langue qui peut être entendue et parlée. Je sais de quoi je parle. Je sais ce qui se passe en deçà des bruits que font entendre les mouches, lorsqu'on arrive à passer sous cette nappe de légers bourdonnements qui recouvre le silence comme le brouillard recouvre une plaine s'étendant devant soi. Il suffit d'avoir des oreilles pour être en mesure de l'entendre, suis-je tenté d'affirmer, mais ce serait oublier que l'homme est désormais aussi à l'aise dans le silence qu'un poisson hors de l'eau. Ce milieu dans lequel je respire si bien l'étouffe. Ce milieu plus naturel qu'aucun autre, car quand il n'y avait rien, ni eau ni air, il y avait déjà le silence, le contraint à l'artifice et au bruit. Quant aux nostalgiques de l'ère pré-électronique et non gratuitement bruyante, pauvre privilège de l'âge, j'ai le premier entendu distinctement leurs complaintes monter de partout. Comment pourraient-ils s'immerger pour de bon dans un bain de silence si les conditions d'existence de ce fragile écosystème ne sont plus réunies? Car le fait est que le silence a été aussi gravement pollué que l'air et l'eau. Mais tandis que les pollutions de l'air et de l'eau suscitaient, à juste titre, de plus en plus d'inquiétude, je suis le seul, semble-t-il, à m'être physiquement révolté devant le spectacle auditif de la raréfaction, puis de la disparition pure et simple du silence, cet autre bien commun que je crois pourtant tout aussi indispensable sur le long terme à notre survie. Avant de devenir une langue impossible à pratiquer, silence a longtemps rimé avec quiétude, harmonie et paix. Au fil des années, cependant, les termes mêmes de la paix qu'il exigeait et qu'il assurait tout à la fois furent profondément modifiés. Le droit au silence fut revu à la baisse. Partout on émit des doutes quant à l'intérêt du recueillement et de la réflexion qu'il permet. Si peu propice par nature aux éclats qui accompagnent la révolte, le silence se mit à ressembler à une tribu indienne décimée par la guerre inégale qu'on lui imposait. Il survécut dans des réserves toujours plus étroites, toujours moins respectées. Des bombes tombèrent par inadvertance sur les dispensaires de fortune, où tant bien que mal il se soignait. Il se dilua, se mélangea, son sang cessa d'être pur et se troubla sous l'effet des alcools durs, distillés par les haut-parleurs avec lesquels, sans pitié, on l'encerclait. Dans la mesure où peu s'en aperçurent, cette transformation du paysage sonore se fit, si j'ose dire, en silence. Mais il y eut un moment critique, passé lequel il fut clair qu'il y avait désormais plaisir à attaquer le silence et à le dégrader, c'est-à-dire l'avilir. C'est à partir de ce moment qu'au nom de l'amitié qui nous lie, j'ai commencé à agir. Silence, on tourne. Ai-je eu soudain besoin de crier? On tourne, écoutez. Seul le silence nous offre le moyen de sentir que nous sommes aussi, sinon surtout sur terre, pour écouter comment tourne le monde. Fini le cinéma, écoutez. Stop au bruitage. Coupons court à l'incessante bande sonore qui assourdit la conversation que nous avons avec l'univers qui nous entoure. Je criai ainsi pendant un long moment, dans le désert, seul endroit où l'idéal de pureté que représente le silence trouvait encore un écho. Lorsque j'en sortis, à bout de patience, ermite chassé de son ermitage, car s'il est toujours possible d'être seul parmi une foule, il est devenu presque impossible d'être seul au désert. J'étais armé d'un irrépressible désir. Je voulais, coûte que mes oreilles cessent d'être branchées en permanence sur des milliers d'égouts sonores à ciel ouvert. J'avais définitivement perdu la faculté d'avaler le millefeuille de bruit discordant dont se nourrit le monde. Il faut licencier, me dis-je alors, remonter à la source de la nuisance, tirer les oreilles des méchants pâtissiers, licencier les dépravateurs. Il faut
Il faut... Non, me répondis-je après un temps de réflexion. Ce qu'il faudrait, c'est silencier. Silencier le monde. Grand-père. J'ignorais l'existence de ce truc appelé PR, mais je me suis rendu à la poste centrale et, comme prévu, j'ai obtenu ta lettre, contre un regard fatigué sur ma carte d'identité. Je me rongeais les sangs, tu sais, à penser que tous les moyens de communiquer avec toi avaient été coupés. Il ne restait plus que la prière, à en croire papa. Or, la prière, c'est un peu comme le silence qui te vaut tous ces sacrés emmerdements. Ce n'est pas, loin de là, mon média de prédilection. Mais si la prière et le silence sont à peu près morts pour moi, je refusais qu'il en soit de même de mon grand-père. Pour te dire à quel point je désespérais d'avoir de tes nouvelles, j'ai rêvé quelques heures avant d'aller à la poste ce matin que je t'écrivais en lettres microscopiques sur une de ces fines bandes de papier qu'on enroule à la patte d'un pigeon. Moi qui aime si peu écrire à l'ancienne, avec de l'encre, des papiers, une forte attention à l'orthographe et tout ça, tu peux aisément imaginer la corvée qu'a représenté pour moi l'envoi de cet email du Moyen-Âge. Au réveil, j'ai d'abord cru que mon message t'était parvenu et que c'était pour aller chercher ta réponse au pigeonnier restant que péniblement je me levais. Mon rêve m'avait endormi sur la gravité de la situation. En réalité, confier un message à un oiseau serait encore plus hasardeux que de s'en remettre à la prière. Tes feuillets froissés, je les ai lus et relus avec plus d'émotion et d'intérêt que je n'en ai jamais éprouvé à la lecture d'un livre de papier. La partie consignes et instructions, d'abord, puis les 3 pages de texte que tu me demandes de traduire en chinois et en anglais. Et il y en aura d'autres, des pages à traduire, beaucoup d'autres, si je t'ai bien reçu. J'attendrai avec impatience les prochaines livraisons pour déterminer si tu as réellement pu déclencher une guerre dont tu es la principale victime, mais je voudrais déjà que tu saches que, où que tu sois en ce moment, la décision de te battre pour la vérité, bien que je ne sache pas encore quelle est cette vérité, a soudain transformé à mes yeux ta cachette en un coin de ring, et l'impuissant spectateur que j'étais encore il y a un instant en un petit-fils fier de voir son grand-père contre-attaquer. Je craignais, comme mon père, que les coups ne nous soient pas épargnés lorsque le formidable boxeur que tu as défié te coincerait enfin. J'étais faible depuis ta disparition. Je jetais l'éponge de l'entrain 10 fois par jour. Une lettre de toi a tout changé. Je ne suis plus condamné à être la 2e génération, attendant de payer pour les agissements aussi criminels que mystérieux d'un grand-père en cavale. Je suis désormais ton traducteur, quand bien même je ne me lèverai plus chaque jour que pour être cela et rien d'autre. Attendu que ta confiance en moi va jusqu'à t'empêcher de soulever la question de la qualité de mes traductions, je ne chercherai pas à te rassurer quant à mes compétences en chinois et en anglais. Je me contenterai de te remercier avec la conscience que ta confiance s'ajoutera à la mienne à l'heure où j'attaquerai la traduction. Tu n'as pas non plus envisagé que je puisse discuter la moindre de tes consignes, celle qui m'interdit de chercher à te voir, par exemple. Tu m'as épargné en même temps le commandement « Fais ce que dit ton grand-père et tais-toi ». Pour cela aussi je te suis reconnaissant. Il faudrait que je t'embrasse pour que tu sentes exactement combien. La seule initiative que je prendrai relativement à la liste des choses proscrites tacitement pour ne pas me froisser sera d'y ajouter l'article suivant. Je m'engage à ne prendre aucune initiative par respect pour l'intelligence tactique et pour le bon déroulement de la stratégie de mon grand-père. Il va donc sans dire que j'attendrai ton signal avant de dévoiler au monde connecté le premier volet de tes tribulations. Le petit doigt qui me sert à cliquer me dit que ton histoire va durablement secouer la toile depuis son centre jusqu'à ses dernières extrémités. Peut-être même, il n'est pas interdit de double-cliquer en esprit sur rêver, lui imprimera-t-elle une petite secousse qui la gardera longtemps de s'empoussiérer. En attendant, prudence, comme tu dis, prudence et silence. Ton petit-fils. Post-scriptum. Est-ce uniquement pour y laisser la notation qui a rendu notre relation épistolaire possible que tu m'as offert l'art d'être grand-père? Me faire lire du Victor Hugo grand-père. Beau pari et utile, je le reconnais, mais tout de même éminemment risqué, sachant que, si tu n'avais pas disparu, je ne l'aurais sans doute jamais ouvert, ce bouquin. C'est tout mon grand-père, ça. Miser sur la littérature et se choisir un poète exilé pour allier au moment d'entrer en guerre. Un poète exilé pour allier au moment d'entrer en guerre. En tout cas, ton fils, lui, ne l'a pas lu. Pas encore maîtrisé l'art d'être père.
Ton petit-fils vient de tout m'avouer. Tu n'aurais pas dû le mêler à l'impensable guérilla dans laquelle, à 80 ans passés tout de même, tu t'es lancé tête baissée et tympan en avant. Te rends-tu seulement compte des risques que tu lui fais courir? Si la fréquentation assidue des bureaux de poste n'éveille pas rapidement les soupçons, la publication en ligne de tes maladroits mémoires causera sans aucun doute notre perte à tous, à commencer par celle d'Emmanuel. Malgré ton ouïe hyper développé, ton amour immodeste pour le silence t'empêche toujours d'entendre raison. Évidemment, tu savais qu'avec cet appel aussi dangereux qu'insensé, tu appâterais cette tête brûlée plus sûrement qu'un chat avec du poisson. Tu savais également que, bien qu'insensible pour ma part à tes arguments, je m'engagerais pour mon fils dans cette cause probablement déjà perdue. Un père, ça a des responsabilités, entends-tu? Des responsabilités. À l'heure où tu m'oublies et me fais un enfant dans le dos, voilà ce que PR signifie pour moi. Père, responsabilité. Un père, ça reste aux côtés de son fils lorsqu'il y a pour celui-ci danger à manigancer avec son grand-père. Et puisque je suis incapable de me substituer à Emmanuel en ce qui concerne le travail de traduction, je me chargerai d'aller chercher et poster le courrier. Je ne me déguiserai pas tantôt en chinois, tantôt en anglais, comme me l'a suggéré ton petit-fils, qui ne perd pas une occasion de plaisanter. Ce n'est pas le cœur léger que j'accomplirai cette tâche. À propos de tâche, j'ai refeuilleté le livre avec lequel tu as réussi à nous lier à cette cause qui n'aurait jamais dû engager que toi. Je n'y ai vu nulle part que l'art d'être grand-père consisterait à attirer son petit enfant dans un traquenard. L'auteur appelait au sacrifice du plus vieux, bien au contraire. Cela dit, père, le ton de cette lettre, écrite sous le coup de la colère et de la conscience du danger, ne doit pas te faire oublier que je suis corps et âme de ton côté. Je sais faire silence quand il s'agit d'entendre la voix de la piété. J'ai beau ne pas être le point le plus lumineux sur ton radar d'hommes aux abois, je suis, quoique tu aies choisi de l'ignorer, et malgré nos désaccords passés, le point le plus précieux pour ta survie. Silence et prudence, ton fils. Post-scriptum, mon grand-père à moi ne m'a jamais offert l'art de Victor Hugo, mais la vie de mon père, de Restif de la Bretonne. Peut-être te l'a-t-il offert à toi aussi. Ou alors il aura choisi comme toi de sauter une génération. L'homme est le fils de sa lecture, ai-je entendu quelque part. Je serai donc doublement respectueux envers des textes écrits par toi, même si mon étonnement devant des expressions telles que « silencier le monde » pourrait me faire passer pour un fils ingrat. Si tu veux mon avis, humble avis de professeur de lettres, tu devrais écrire plus simplement, et commencer par expliquer sur quoi tu te bases pour avancer que le silence est mort. Il est vrai que, comme vient de me dire Emmanuel, la viralité du surnom qui t'a été donné est telle qu'il suffira que ton récit paraisse pour qu'il soit dévoré par des centaines de milliers d'internautes affamés. Mais il ne faudrait pas que les premières bouchées pressées soient trop coriaces. Autrement, tes morceaux les plus choisis pourraient être recrachés. Le lecteur d'aujourd'hui, à force de se gaver de rien entre les repas, a l'indigestion facile. À bon entendeur, salut, cher papa. Je vous laisse le plaisir de découvrir la suite de ce roman épistolaire, roman à 3 voix, grand-père, père et petit-fils. Je crois qu'il y a profit à continuer de le lire.